L'équilibre global en 1940 était plus fragile qu'il n'y paraissait. Il suffit de décisions minimales, de retards ponctuels ou d'absences inattendues pour que le cours de la guerre commence à s'incliner dans une direction différente. Le leadership britannique se fractura, la résistance resta isolée et la suprématie militaire allemande devint une possibilité tangible. À partir de là, la restructuration idéologique, territoriale et culturelle avancerait sans frein. Les institutions traditionnelles seraient remplacées, les libertés seraient annulées et le pouvoir se concentrerait dans un système conçu pour perdurer. L'opposition ne se limiterait pas, elle s'éliminerait. L'histoire ne suivrait pas son cours, mais se figerait sous une seule doctrine. Comment serait réellement le monde si les nazis avaient gagné? Jusqu'où serait arrivé leur plan d'extermination? Combien de temps pourrait résister une société avant de rompre le silence et commencer à lutter? La reddition britannique, le moment où tout s'effondra. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes marchèrent triomphantes sur les Champs-Élysées. La France s'était effondrée en à peine 6 semaines sous la tactique de guerre éclair, laissant le Royaume-Uni sans son principal allié européen et créant un vide stratégique colossal sur le front occidental. À Londres, Winston Churchill faisait face à des pressions immenses. Lord Halifax plaidait pour une médiation italienne afin d'atteindre la paix avec Hitler. Dans notre réalité, Churchill résista à ces pressions, mais dans cet univers alternatif, les événements prendraient un tournant dramatiquement différent. Hitler prit une décision qui changerait le cours de la guerre. Il avança son offensive aérienne au 18 juin 1940, 3 semaines avant l'historique. Cette décision offrit 2 avantages cruciaux. Elle surprit un Royaume-Uni qui réorganisait à peine ses défenses et permit de neutraliser la RAF avant sa complète réorganisation. Contrairement au cours historique, la Luftwaffe évita de bombarder les villes civiles, se concentrant exclusivement sur les objectifs militaires stratégiques. L'impact fut dévastateur. En 2 semaines, plus de 30 stations radars côtières furent inutilisées. La RAF perdit plus de 300 chasseurs dans des combats inégaux. Le bouclier aérien britannique commença à se désintégrer avant de se consolider. Le 24 juin eut lieu la tragédie qui scellerait le destin britannique. Churchill volait en secret vers Halifax pour se réunir avec Roosevelt quand son avion Bristol-Bombay subit une panne mécanique catastrophique au-dessus du Groenland. Il n'y eut aucun survivant. Churchill disparut pour toujours, emportant avec lui la voix la plus ferme de la résistance. La perte créa un vide de leadership critique. Lord Halifax fut nommé Premier ministre intérimaire, précisément celui qui avait plaidé pour la paix négociée. En semaine, le Royaume-Uni se trouvait au bord d'une capitulation impensable sous Churchill. Pendant ce temps, le cabinet de guerre se fracturait. Les voix qui auparavant soutenaient la résistance commencèrent à s'aligner sur les arguments de pragmatisme. On parlait déjà d'éviter plus de sang inutile et que l'histoire jugerait avec compréhension. Le narratif du sacrifice fut remplacé par celui du compromis rationnel. La presse britannique fut réduite au silence par un décret d'urgence. La BBC, symbole du moral national, passa à transmettre uniquement des messages approuvés par le Conseil de sécurité intérieure. Dans les écoles, on demandait aux professeurs de dépolitiser le contenu. Les nouvelles sur l'avance allemande furent minimisées ou simplement omises. Sans une figure comme Churchill pour galvaniser la population, la panique grandit. Les trains se saturèrent de civils qui fuyaient vers le nord. Les villes du sud se vidèrent lentement. Des milliers d'enfants furent envoyés à la campagne sans garantie de sécurité. Les images d'évacuation devinrent routine. La peur n'était pas une sensation. C'était le nouveau langage national. Pendant ce temps, l'opération Lion de mer, historiquement annulée, devenait maintenant viable grâce à la suprématie aérienne allemande et l'effondrement du leadership britannique. Les plages du sud de l'Angleterre se transformèrent en champs de bataille. En août, les panzers avançaient vers l'intérieur. L'invasion s'exécuta avec précision chirurgicale. Les unités allemandes débarquèrent à Dover, Folkestone et Brighton sous couverture d'artillerie navale et bombardements sélectifs. La Home Guard offrit une résistance désespérée mais symbolique. Les volontaires, armés d'escopettes de chasse et sans entraînement réel, furent rapidement dépassés. Les transmissions allemandes montraient des colonnes de soldats avançant par des villages anglais tandis que la population se réfugiait dans des sous-sols ou églises.
Dans des villes comme Southampton et Canterbury, l'effondrement de l'infrastructure civile empêcha toute réponse organisée. On coupa les approvisionnements d'électricité et d'eau. La chaîne de commandement britannique était brisée. Depuis Whitehall, les ordres arrivaient tard ou n'arrivaient pas. À Portsmouth, une compagnie entière se rendit après avoir reçu de fausses informations sur un cessez-le-feu. Le pays commença à se diviser. En Écosse, des dirigeants locaux proposaient de former un gouvernement parallèle. En Irlande du Nord éclatèrent des affrontements sectaires que le nouveau régime exploita pour justifier un déploiement allemand à Belfast. La perception d'unité nationale se dissolut. En septembre 1940, Halifax annonça la capitulation partielle britannique par le traité de Berne. L'accord permettait au Royaume-Uni de conserver une autonomie interne limitée en échange de se retirer du conflit, lever le blocus naval et démilitariser complètement les ports de la Manche. Bien que techniquement indépendant, la Grande-Bretagne resta réduite à un État vassal avec des comités allemands supervisant presse et politique extérieure. Le traité fut signé sans consultation parlementaire ni référendum. La nouvelle se diffusa par radio comme un ajustement diplomatique pour préserver la stabilité nationale. Les protestations furent interdites. Les syndicats furent désarticulés. Les églises se remplirent de fidèles qui priaient en silence, sans comprendre encore la portée de ce qui venait d'arriver. Aux semaines arrivèrent les premiers conseillers de liaison du Reich. Ils ne portaient pas d'uniforme militaire, mais des costumes diplomatiques. Ils s'installèrent dans des ambassades et ministères. L'un supervisait l'éducation. Un autre contrôlait les flux économiques. Un troisième supervisait la radiodiffusion. L'occupation n'était pas évidente. Elle était bureaucratique, légale, progressive. Les images de Churchill commencèrent à disparaître des bâtiments publics. Les bibliothèques reçurent de nouvelles directives. Retirer les livres considérés comme bellicistes ou provocateurs. L'histoire récente commença à se réécrire. On ne parlait plus du Blitz. On parlait de la tragédie provoquée par une minorité radicale. Cette victoire transforma l'équilibre stratégique mondial. Hitler put réorienter toute sa machinerie belliqueuse vers l'Est. Pour la première fois depuis 1914, l'Allemagne était libre d'ennemis en Occident. Les États-Unis, sans Pearl Harbor ni alliés européens, manquaient de justification pour la mobilisation. L'année 1940 s'était convertie en point d'inflexion absolu, aplanissant le chemin vers un empire continental qui semblait inébranlable. Mais le véritable coup fut psychologique. La chute de la Grande-Bretagne ne signifia pas seulement une victoire militaire, elle signifia la mort du mythe que la démocratie pouvait résister aux dictatures si elle se battait suffisamment. À Rome, à Tokyo, à Madrid, les journaux parlaient d'un nouveau siècle d'ordre. À Berlin, les jeunesses hitlériennes défilèrent par la porte de Brandebourg avec des torches allumées. Les radios transmirent la lecture du traité avec une musique solennelle. Joseph Goebbels prononça un discours annonçant la naissance d'une Europe nouvelle, propre, rationnelle, harmonique. Dans les cinémas, des documentaires propagandistes montraient des soldats allemands salués avec des fleurs par des civils britanniques soigneusement sélectionnés. Et à Londres, les rues restèrent en silence. Il n'y eut pas de célébration. Seulement résignation, seulement question. Le peuple britannique ne fut pas conquis avec des bombes, mais avec le vide de leadership, la peur administrée et la promesse d'une paix qui avait goût de défaite. L'ordre du Reich, comment on réécrivit l'Europe depuis Berlin. Avec la Grande-Bretagne neutralisée, le Reich accéléra la réorganisation continentale sous un modèle innovateur, gouvernement collaborationniste qui maintenait une façade de souveraineté tandis que le contrôle réel résidait à Berlin. En France, Vichy se subordonna complètement aux directives allemandes. Belgique, Pays-Bas et Norvège furent réintégrés sous des régimes affins. De Grelle à Bruxelles, Musser à La Haye, Quisling à Oslo. Ces régimes partageaient une architecture politique identique, appareil policier domestiqué, parlement décoratif, et un conseil consultatif germanique avec autorité sur sécurité, commerce et éducation. La résistance naissante fut étouffée par un réseau de répression préventive et collaborateurs locaux parfaitement coordonnés. À Paris, l'Arc de Triomphe fut entouré par des drapeaux du Reich et des tanks stationnés comme avertissement symbolique. La ligne ferroviaire Paris-Berlin fut élargie et priorisée pour usage militaire et diplomatique.
Les émissions culturelles françaises devaient être approuvées par le ministère de propagande germain et toute la production cinématographique resta subordonnée au Centre de supervision culturelle européenne, dirigé par des conseillers allemands. À Bruxelles, le Palais Royal se transforma en résidence temporaire pour haut commandement de la SS, tandis qu'à Oslo s'établit une académie de leadership germanique, où des jeunes Norvégiens s'étaient entraînés en doctrine raciale et obéissance au nouvel ordre. Les systèmes éducatifs furent alignés. Dans les salles de classe, les cartes scolaires montraient déjà une Europe sans frontières, colorée avec le gris impérial du Reich. Tandis que l'Europe se réorganisait, Hitler exécuta son coup de maître diplomatique. Durant 1940-1941, des émissaires allemands maintinrent des conversations secrètes avec Tokyo pour redéfinir le pacte tripartite. L'objectif ? Éviter une guerre suicidaire avec les États-Unis par la coordination du démembrement soviétique depuis 2 fronts. Hitler promettait au Japon accès à la Sibérie, riche en minéraux et pétrole, en échange de suspendre les plans offensifs contre les installations américaines. Le pacte secret fut scellé à Königsberg en mars 1941, stipulant que le Japon attaquerait la Sibérie orientale simultanément avec l'offensive allemande occidentale, avec une clause interdisant expressément les attaques à territoire américain sans accord conjoint. La négociation fut supervisée par Joachim von Ribbentrop et l'ambassadeur japonais Hiroshi Oshima. Tous deux rédigèrent un protocole additionnel non publié, où ils s'engageaient à une postérieure partition de l'Asie centrale, avec l'Allemagne établissant des enclaves industrielles au Kazakhstan et le Japon étendant sa zone d'influence jusqu'aux Urals orientaux. En échange, le Reich reconnaissait formellement la souveraineté japonaise sur la Corée, Taïwan et le sud de l'Indochine. Comme mesure de confiance mutuelle, s'échangèrent des unités de observateurs techniques. Un contingent d'officiers japonais fut destiné à étudier le système ferroviaire allemand, tandis que des experts en balistique du Reich s'installèrent dans des académies militaires de Mandchourie. Se fonda un réseau partagé d'intelligence dénommé Projet Ambre, chargé de recueillir des données sur les positions soviétiques et coordonner des sabotages dans des villes clés comme Irkoutsk et Novosibirsk. Le 22 juin 1941, Hitler lança Barbarossa avec des forces augmentées. Plus de 4 millions de soldats libérés du front occidental. Simultanément, l'armée de Kwantung traversa l'Amour attaquant Vladivostok et Khabarovsk. Staline, surpris par l'attaque coordonnée, tenta d'organiser la défense depuis Moscou, mais sa position devint intenable. La chaîne logistique soviétique s'effondra sous pression duale. Les lignes d'approvisionnement ouraliennes furent coupées par les Japonais, tandis que la Wehrmacht avançait sans résistance cohésionnée. À la fin de 1941, Minsk, Kiev et Sébastopol étaient tombés. Moscou résista jusqu'en janvier 1942, quand elle tomba après un brutal siège. Staline fut évacué à Novosibirsk, mais ses communications devinrent intermittentes. L'offensive japonaise en Extrême-Orient fut également dévastatrice. En à peine 3 semaines, ils capturèrent Vladivostok, bloquèrent le trafic maritime de la mer d'Okhotsk et isolèrent les unités soviétiques du Pacifique. En Yakoutie se formèrent des camps de détention pour prisonniers de guerre capturés dans la taïga et les populations locales furent soumises à rééducation impériale. L'Allemagne utilisa le succès militaire comme outil politique. À Minsk s'installa une administration civile provisoire sous contrôle allemand qui proclamait la restauration de l'ordre européen. À Kiev, une nouvelle monnaie fut introduite, le Reich Rivnia, soutenu par la Banque d'investissement de l'Est. Les industries soviétiques capturées furent réparties entre corporations du Reich comme IG Farben et Krupp, tandis que les travailleurs étaient forcés de travailler sous conditions d'esclavage. Vers la mi-1942, l'URSS était une mosaïque fragmentée de zones occupées et guérillas dispersées. Le régime soviétique perdit sa cohésion fondamentale. L'Allemagne et le Japon divisèrent le territoire en 2 sphères, la zone occidentale sous influence germaine et la zone orientale sous développement asiatique. Dans la région de la Volga, se créa un cordon de sécurité où s'installaient des camps de filtration raciale. Les habitants étaient évalués génétiquement, divisés selon utilité productive ou risque idéologique. Dans les Ourals, les Japonais construisirent une ligne ferroviaire blindée connue comme le fil impérial, qui connectait les installations minières capturées avec le port de Magadan.
Pendant ce temps, Staline fut isolé progressivement. Son cercle de confiance se réduisit à des loyaux sans capacité opérationnelle réelle. Le Politburo se dissolut de facto et les radios soviétiques cessèrent de transmettre à partir de décembre 1942. Le drapeau rouge continuait d'ondoyer dans quelques réduits, mais ne représentait plus une force cohésionnée. En territoire occupé, surgirent des foyers de résistance spontanée. Dans les forêts biélorusses, d'anciens soldats de l'armée rouge s'unirent à des paysans armés pour saboter des lignes ferrées et éliminer des officiers allemands. Dans la région d'Amour, des clans yakoutes se rebellèrent contre les autorités japonaises, incendiant des entrepôts de munitions et tendant des embuscades à des patrouilles impériales. Le Reich répondit avec des tactiques de dissuasion totale. Pour chaque attaque partisane, s'exécutaient 100 civils. Dans des villes comme Smolensk ou Toula, s'établirent des zones de châtiment où l'accès aux aliments était suspendu comme mesure collective. Les Japonais implémentèrent le modèle Manchukuo. Relocalisation massive, propagande forcée et usage intensif de la terreur psychologique. Sans tirer sur territoire américain, le Reich avait réussi à isoler les États-Unis, démembrer l'URSS et réorganiser l'Europe selon son design. La diplomatie nazie démontra être aussi létale que sa machinerie militaire, établissant un nouvel ordre géopolitique qui semblait destiné à perdurer des générations. Washington, sans alliés fonctionnels ni provocation directe, maintenait une politique extérieure de vigilance passive. La presse américaine débattait si ce qui arrivait en Europe était une menace ou une opportunité. Le gouvernement de Wendell Willkie établit le Comité d'observation continentale, chargé de monitorer les mouvements de l'Axe sans intervenir. En Amérique latine, la chute de l'URSS généra un effet domino de sympathie vers l'Axe. Des régimes conservateurs commencèrent à flirter avec l'idée d'adopter des modèles similaires. Au Brésil, le président Vargas organisa un congrès panaméricain dans lequel se discutait la possibilité de reconnaître officiellement la nouvelle carte géopolitique européenne. Dans cette nouvel ordre, les alliances ne se signaient plus avec de l'encre, mais avec du pétrole, du charbon et de la main-d'œuvre esclave. Berlin se convertit en capitale diplomatique du monde, où des ambassadeurs de pays neutres faisaient la queue pour être reçus à la chancellerie du Reich. Tokyo, pour sa part, inaugurait ses premiers consulats en Asie centrale, célébrant son expansion sans tirer un seul missile sur sol américain. La purge de l'Est, l'extermination convertie en système. Avec la guerre ouverte conclue, le Reich se transforma de puissance belliqueuse en pouvoir impérial consolidé. Son objectif n'était plus de conquérir des territoires, mais de les mouler selon une vision raciale maladive. Le Lebensraum devait s'étendre en éliminant des cultures entières et des générations complètes. Le plan maître divisa le territoire en 3 Reichskommissariats: Ostland, pays baltes et Biélorussie, Ukraine, la riche région agricole, et Moscovien, depuis l'ancienne capitale jusqu'aux Urals. Chaque région serait complètement restructurée sous standards raciaux allemands. L'implémentation suivit des étapes progressives. Entre 1942 et 1944, des millions d'hectares furent confisqués de propriétaires ukrainiens, polonais, biélorusses et russes, expulsés par des opérations militaires systématiques. Arrivèrent des colons pionniers allemands sélectionnés par pureté raciale et endoctrinement, recevant terres, logements expropriés et travailleurs esclaves pour les labeurs les plus durs. Ces colons, formés dans des centres spécialisés comme l'Académie für Germanische Expansion, recevaient des cours accélérés en gestion agricole, discipline paramilitaire et éducation raciale. Beaucoup étaient des jeunes endoctrinés depuis l'enfance qui voyaient la colonisation de l'Est comme une mission sacrée, la construction d'une nouvelle Germanie. Les établissements étaient conçus par des architectes du Reich pour effacer toute trace locale. Fermes en forme de croix gammée, églises reconverties en salles communales ariennes, rues renommées avec des noms de martyrs nazis. À chaque village conquis correspondait une nouvelle carte, une nouvelle langue, une nouvelle histoire. Un des aspects les plus sinistres fut l'absence totale de témoins externes. Dans notre réalité, les Alliés libérèrent et documentèrent des camps comme Auschwitz. Ici, sans intervention externe, les camps ne furent jamais libérés, seulement fermés par les perpétrateurs en complétant leurs tâches. Les ghettos de Varsovie, Lwów, Minsk et Riga furent vidés systématiquement entre 1942 et 1944. Sans pression internationale,
Les chambres à gaz fonctionnèrent sans interruption durant 5 années complètes, étant même élargies et améliorées. On estime que plus de 8 millions de Juifs furent assassinés, incluant des survivants d'Afrique du Nord et Palestine, transportés par des lignes ferrées optimisées depuis des points aussi distants que Bagdad et Casablanca. La technologie de l'extermination fut aussi optimisée. Dans le complexe de Chelmno se développèrent des méthodes d'incinération rapide qui permettaient de se débarrasser de jusqu'à 1000 corps par jour sans laisser de restes visibles. À Auschwitz II, les crématoires furent élargis avec des fonds du ministère des Finances et opéraient 24 heures avec des équipes échelonnées. L'industrialisation de l'assassinat se convertit en partie du système économique du Reich. Les appartements des exécutés étaient classifiés, fondus ou revendus. Or dentaires, cheveux, vêtements, valises, même cendres comme fertilisants. Se formèrent des entreprises satellites contrôlées par les SS qui géraient chaque phase de cette économie de la mort. Pour les peuples slaves, classifiés comme Untermenschen, s'implémentait un système d'usure calculé. Déportation massive à des camps de travail avec des journées de 18 heures, alimentation insuffisante et espérance de vie de 6 à 8 mois. Les femmes jeunes affrontèrent des stérilisations forcées ou esclavage sexuel pour officiers nazis. En Ukraine, les kolkhozes soviétiques furent convertis en centres de travaux forcés. Les anciens paysans furent marqués avec des brassards noirs et obligés de cultiver des aliments qu'ils ne pouvaient consommer. Dans les régions biélorusses, les camps de travail étaient dirigés par des officiers des SS qui concouraient entre eux pour réduire le coût par unité vivante. La faim fut utilisée comme arme. On rationnait les calories selon catégorie raciale. Un colon allemand recevait 2800 calories quotidiennes. Un travailleur forcé, à peine 700. Les maladies comme le typhus, la dysenterie ou la tuberculose étaient ignorées. En fait, leur propagation était vue comme mécanisme naturel de nettoyage. Simultanément, des commandos SS réalisaient des sélections raciales d'enfants avec des caractéristiques physiques considérées adéquates, cheveux blonds, yeux clairs, structure crânienne correcte. Ces enfants étaient séquestrés, transférés à des centres de rééducation en Autriche et Allemagne, où ils recevaient des noms allemands et endoctrinement total. On les informait que leurs parents étaient morts pour avoir trahi l'Allemagne. Les centres les plus connus furent à Innsbruck, Graz et Halle. Là, les enfants étaient séparés par âge et entraînés pour oublier leur langue maternelle, leur identité et leur passé. Ils étaient baptisés dans des cérémonies païennes de la Renaissance germanique et assignés à des familles sélectionnées. À 6 mois, la majorité ne se souvenait plus de leurs noms originaux. Quelques-uns tentèrent de s'échapper. Les histoires d'enfants polonais fuyant au milieu de la nuit, seulement pour être recapturés par des paysans allemands en échange de nourriture ou faveurs, se convertirent en récits d'avertissement entre prisonniers. Aux récidivistes, on les envoyait à des institutions psychiatriques expérimentales où se prouvaient des drogues pour modifier les comportements. La destruction ne se limitait pas au corps, mais à la culture. À Kiev, Minsk et Smolensk, on brûla des bibliothèques entières, ferma des universités, démolit des monuments historiques. La langue russe fut interdite dans les écoles, substituée par des curriculums allemands. À Varsovie, les murs du ghetto se reconvertirent en murailles cérémonielles. À Leningrad, rebaptisé Peterstad, les palais tsaristes se transformèrent en centres militaires. À Riga, le théâtre national fut transformé en salle de conférence pour le parti nazi de la Baltique. À Tallinn, s'inaugura le musée de la Renaissance germanique avec des pièces volées de synagogues et temples orthodoxes détruits. L'histoire locale fut réécrite pour convertir les peuples baltes en descendants dégénérés d'anciens colons ariens, légitimant ainsi leur assimilation forcée. Les journaux devaient inclure une page quotidienne avec des citations du Führer. Les stations de radio transmettaient uniquement de la musique classique allemande et des parties du front de l'Est. Le contact avec des étrangers fut complètement interdit. Les mariages mixtes étaient pénalisés avec des travaux forcés ou exécutions sommaires. La résistance culturelle fut durement réprimée. En Ukraine, des groupes clandestins tentèrent de conserver des manuscrits, chansons traditionnelles et objets religieux en les cachant dans des cryptes, puits et cercueils vides. En Biélorussie, des prêtres catholiques organisèrent des messes secrètes dans des granges et ruines. Quelques artistes risquèrent la vie en enregistrant des pièces de folklore dans des cylindres de cire cachés dans des murs faux.
L'objectif était monumental, mais simple. En 2 générations, il ne devait rester aucune trace qu'ici existèrent des civilisations indépendantes. L'Europe orientale serait reconstruite avec ciment, sang et oubli programmé. Chaque village serait rebaptisé, chaque tombe aplanie, chaque langue réduite à archives mortes. La carte culturelle de l'Europe de l'Est devait paraître, en l'an 2000, comme si elle avait toujours été allemande. Une illusion construite à travers le crime et la planification. Et sans presse libre, sans correspondants externes, sans organismes internationaux, rien de ceci n'était dénoncé. Il n'y eut pas de témoins, seulement archives, seulement fumée, seulement silence. La science de la peur, dont le progrès servit au contrôle total. Sans défenses occidentales à maintenir, le Reich versa des ressources massives vers un complexe militaro-industriel sans précédent. Ce ne fut pas spiritualité ni philosophie qui guida cet ordre, mais science pervertie en dogme, technologie subordonnée à idéologie raciale et propagande comme substitut absolu de vérité. Les centres de Peenemünde et Cottbus se fusionnèrent dans l'Institut de propulsion raciale, dirigé par des scientifiques allemands et techniciens soviétiques capturés. Ils développèrent le Donnerfalk, fusée intercontinentale capable de traverser l'Atlantique. Avec des ressources soviétiques capturées, le Reich produisit sa première arme nucléaire en 1947, prouvée dans des déserts d'Asie centrale. La bombe, bien que jamais utilisée directement, symbolisait son pouvoir technologique absolu, le Messerschmitt. Me 262 se convertit en noyau d'une Luftwaffe rénovée avec des aéronefs supersoniques, chasseurs avec invisibilité rudimentaire au radar, et bombardiers stratégiques développés avec assistance japonaise et italienne. Le ciel, comme terre et mer, appartenait exclusivement au Reich. Les avances technologiques étaient soigneusement théâtralisées. Chaque lancement de preuve, chaque prototype d'aéronef était enregistré en celluloïd et projeté dans des cinémas comme partie des journaux officiels. La science n'était pas seulement fonctionnelle, mais cérémonielle. Chaque invention devait être précédée par des discours du Führer sur le destin cosmique du peuple germanique. La course scientifique fut nationalisée. Les universités furent absorbées par la Zentraltechnische Behörde, qui classifiait les étudiants par coefficient racial et obéissance idéologique. Les scientifiques qui montraient des tendances humanistes étaient réassignés à des départements marginaux ou directement épurés. En revanche, ceux qui proposaient des avances applicables au contrôle social recevaient prix, propriété et reconnaissance publique. Avec la machinerie militaire contrôlant l'extérieur, la médecine nazie se tourna vers le contrôle interne. L'eugénisme se convertit en politique étatique obligatoire. Le programme Lebensborn incitait la reproduction entre femmes racialement pures et officiers du Reich, tandis que s'appliquaient des stérilisations massives à handicapés, malades mentaux, homosexuels et métis. L'euthanasie médicale s'institutionnalisa comme hygiène nationale. Des cliniques étatiques exécutaient systématiquement adultes et enfants avec malformations ou maladies héréditaires. Les médecins s'étaient convertis en ingénieurs biologiques dont la tâche était d'épurer et optimiser la population selon critères raciaux. Le programme Action 5 s'étendit après la chute de l'URSS, utilisant d'anciens hôpitaux soviétiques pour expérimentation biologique. À Minsk, un ancien orphelinat fut reconverti en centre d'essais pharmacologiques. À Kiev, se testèrent des hormones de croissance dans la population infantile sélectionnée génétiquement. La médecine se convertit en une forme de statistique. Chaque citoyen avait une fiche raciale sanitaire où se classifiaient ses ancêtres, son rendement reproductif et son risque génétique. Les visites médicales n'étaient pas volontaires, c'étaient des inspections. La santé n'était plus un droit ni une condition, mais un outil de contrôle. Une fois consolidé son pouvoir, Hitler implémentait l'élimination systématique du christianisme. Il considérait toutes les églises comme menaces idéologiques et reliques affaiblissantes. À partir de 1948, se fermèrent couvents, confisquèrent temples et interdirent messes publiques. Les prêtres devaient jurer loyauté au Führer ou être internés dans des camps spéciaux. L'Église catholique fut désarticulée et remplacée par l'Église nationale germaine, structure étatique sans crucifix ni évangile, centrée sur l'esprit germanique ancestral. Dans les écoles s'élimina tout enseignement religieux, substitué par cosmovision ariocentriste
où l'univers acquérait sens uniquement en fonction du peuple germanique. En territoires orientaux, la répression fut plus brutale. Églises orthodoxes démolies, monastères convertis en bases militaires, des milliers de prêtres exécutés pour subversion spirituelle. La stratégie était d'éliminer tout système de croyance qui concourait avec le dogme du Reich. Les nouveaux temples étaient des structures de ciment avec relief païen où se célébraient des rituels d'exaltation raciale. Au lieu de saints, se vénéraient héros ariens de guerre et scientifiques allemands. Les festivités religieuses furent remplacées par éphémérides nazis. Noël, par exemple, fut transformé en « Nuit de la pureté », une journée de réaffirmation raciale. Les enfants nés en date symbolique étaient baptisés par des fonctionnaires de l'État dans des cérémonies où on leur plaçait une croix gammée d'argent et se proclamait leur vocation ario-germanique. La spiritualité se convertit en outil étatique, dépouillé de transcendance et reconfiguré comme obéissance ritualisée. Joseph Goebbels, élevé à ministre de culture totalitaire, dessina un écosystème communicationnel hermétique. La presse se réduisit à 5 journaux officiels par district culturel. Les émettrices de radio furent obligatoires dans tous les foyers, émettant uniquement hymnes officiels, discours du Führer et reportages sur la prospérité germanique. Même les affiches dans la rue devaient être approuvées par le département d'harmonie visuelle. Chaque district avait une couleur assignée, un slogan obligatoire, une image du Führer et une photographie rotative de citoyens exemplaires qui inspirerait obéissance. Les téléviseurs furent distribués massivement aux familles allemandes sous subvention de l'État, mais syntonisaient seulement le canal national. Les programmes incluaient concours sur histoire nazie, dramatisation de traîtres découverts et séries de fiction où se résolvaient crimes grâce à la sagesse du Führer. Tous les livres de texte furent réécrits. L'histoire commençait avec Germania et culminait dans la victoire sur le bolchevisme. Sommettaient systématiquement le christianisme, les Lumières et les droits individuels. La littérature classique fut interdite, remplacée par romans de guerre et biographies du Führer. Shakespeare fut déclaré produit de décadence anglo-saxonne. Cervantes, littérature racialement mixte, se permettait seulement la circulation d'auteurs germains approuvés, et toute poésie devait rimer selon le patron de l'ancien haut allemand. Les bibliothèques se transformèrent en centres d'affirmation culturelle et l'accès à leurs salles était restreint par niveau de pureté génétique. L'art se transforma en outil esthétique étatique, architecture monumentale, murals épiques raciales, sculptures colossales de dirigeants nazis. La musique moderne fut catégorisée comme dégénérée. Le jazz et blues disparurent complètement. Le cinéma fut monopolisé par l'Institut für Filmische Wahrheit, produisant exclusivement propagande historique et mélodrames qui glorifiaient le parti. Les salles de cinéma étaient obligées de projeter un film de culte chaque semaine, L'Ascension du Reich, Hitler Junge Walter ou L'Esprit de l'Ordre. Les enfants assistaient en groupes scolaires, uniformés, et devaient rédiger des essais sur ce qu'ils avaient appris. La censure devenait pédagogie, et la pédagogie dévotion. La peinture fut recluse au monumental. Se prohibèrent les styles abstraits, cubistes, surréalistes. Se n'autorisaient que portraits réalistes de l'idéal germain. Soldats souriants, mères fertiles, anciens sages. L'art n'interprétait plus le monde, il l'imposait. Hitler expérimenta une transformation qui transcendait le leadership politique. Il fut systématiquement divinisé. Dans les écoles, on jurait loyauté chaque matin. Ses anniversaires généraient des défilés massifs obligatoires. Son image présidait chaque institution. Les jeunesses hitlériennes recrutaient automatiquement enfants depuis 6 ans, les entraînant en défense, survie et endoctrinement. La fidélité au Führer se convertit en filtre universel pour n'importe quel poste, résidence, éducation ou mariage. Hitler, isolé du contact public, apparaissait uniquement dans des événements ritualisés comme liturgie séculière. Chaque apparition était enregistrée, répétée inlassablement et convertie en matériel d'étude obligatoire. Sa voix était vénérée, son image intouchable. Le Führer avait transcendé la mortalité pour devenir pratiquement immortel. Les pèlerinages au mausolée de Munich, où reposaient les restes de ses parents, s'institutionnalisèrent. Chaque Allemand devait assister au moins une fois dans sa vie. C'était là qu'on jurait loyauté éternelle.
Se construisit même une réplique symbolique du lieu dans chaque province conquise pour que tous puissent se connecter spirituellement avec le Führer sans nécessité de voyager. Le jour national de rénovation jurée, célébré le 30 avril, exigeait que chaque citoyen place son empreinte digitale et sa signature dans le livre de fidélité éternelle. Refuser signifiait perdre droit de travail, logement et accès à l'éducation. La foi n'était pas optionnelle, c'était requis. Le mur de l'Amérique, une surveillance qui substitua la guerre. Tandis que l'Europe s'enfonçait sous l'étendard du Reich et l'Asie se transformait en extension impériale japonaise, le continent américain restait, pour la première fois en siècle, complètement en marge de la conflagration mondiale. Sans Pearl Harbor, sans troupes à l'Atlantique, sans engagement avec alliés défaits, les États-Unis entrèrent dans une étape sans précédent. Surveillance silencieuse, isolement forcé, mais prise de conscience croissante que la planète était divisée et de l'autre côté de l'océan régnait une idéologie qui tenterait de s'étendre. Dans cette ligne temporelle, Roosevelt n'obtint pas de réélection en 1940. Sans pression de guerre européenne immédiate, l'électorat opta pour Wendell Willkie, républicain qui promettait maintenir le pays hors du conflit transatlantique. Willkie gagna avec un discours de réindustrialisation interne et défense hémisphérique stricte. Bien qu'il ne sympathisait pas avec le fascisme, Willkie ne croyait pas non plus en la viabilité d'interventions unilatérales contre un Reich victorieux. Il établit que l'Amérique doit être un phare de liberté dans son hémisphère, non le gendarme du monde. Son cabinet traduisit ceci en isolationnisme strict, s'interrompirent en voie d'aide à la Grande-Bretagne, fermèrent mission diplomatique en Europe occupée et redirigèrent au fond vers militarisation frontalière et protection du canal de Panama. Durant les années 40, la Maison-Blanche fonctionna comme forteresse défensive. Ne pas intervenir militairement, mais surveiller en permanence, ne pas former alliance compromettante, mais non plus permettre infiltration. Ainsi naquit l'Amérique vigilante. La chute britannique et reddition soviétique furent interprétées par des secteurs conservateurs latino-américains comme confirmation du pouvoir autoritaire. Depuis Buenos Aires jusqu'à Lima surgirent mouvements sympathisants du fascisme qui, bien que non partie directe du Reich, voyaient en Hitler exemple d'ordre, modernisation et restauration nationale. En Argentine, le régime militaire post-1943 intensifia relations avec l'Allemagne par accords commerciaux encouvert, céréales argentines pour technologie militaire allemande. La Nueva Patria publiait éditoriaux louant le nouvel ordre européen et critiquant la décadence libérale anglo-saxonne. Au Brésil, les intégralistes reprirent force dans des États méridionaux, promouvant unité spirituelle ario-américaine avec symboles, uniformes et rituels inspirés du modèle nazi. Au Mexique, des secteurs de l'armée sympathisèrent avec le Reich, spécialement dans des États nordiques où le ressentiment anti-américain était plus intense. Au Chili, Pérou et Bolivie, partis nationalistes trouvèrent nouvel élan dans discours de pureté culturelle, centralisation autoritaire et culte au leadership charismatique. Ces cellules ne constituaient pas gouvernements consolidés, mais incubateurs idéologiques qui s'étendaient par universités, syndicats et cercles d'entrepreneurs. En Colombie et Venezuela, groupes paramilitaires surgirent sous discours de renaissance nationale, adoptant drapeaux d'inspiration germanique et persécutant minoricies accusés de décadence culturelle. Quelques-uns arrivèrent à établir milices uniformées qui patrouillaient quartiers populaires sous l'excuse de restaurer l'ordre spirituel latino. Vers la mi-50, le panorama global était divisé en deux sphères, le vieux monde sous l'Axe et l'Amérique fragmentée mais libre. La pression sociale conduisit à changement de rumbo. Avec l'élection de Harold Stassen en 1952, les États-Unis initièrent consolidation continentale par la coalition des Amériques. Ce bloc ne fut pas seulement traité diplomatique, mais réorganisation hémisphérique profonde. Sous direction washingtonienne et appui du Canada, Mexique, Brésil, Colombie et Chili, se créa un réseau de coopération militaire, technologique et économique comme contrepoids au Reich. S'établit monnaie commune, Dollamérica, le Conseil de sécurité hémisphérique à Quito et traité de défense mutuelle qui équipèrent armées sud-américaines avec technologie américaine. De plus, se fondèrent institutions continentales parallèles à celles du Reich. L'Institut panaméricain de sciences et technologies à Caracas,
l'Université de la Liberté à Buenos Aires et le canal éducatif hémisphérique qui transmettait programmation anti-autoritaire 24 heures par jour. La coalition n'était pas homogène. Conflits entre pays autoritaires et démocraties consolidées obligèrent à renégociations constantes. Malgré cela, se consolida comme unique bloc planétaire non subordonné à l'axe Berlin-Tokyo-Rome. La propagande nazie répondit immédiatement. À travers émissaires culturels et médias financés depuis Berlin, le Reich accusa les États-Unis de construire empire encouvert dans l'hémisphère occidental et décrivit la coalition comme alliance plutocratio de banquiers juifs. Dans les 60, la confrontation idéologique entre coalition et Axe ne se matérialisa pas dans champs de bataille conventionnels, mais en information, infiltration culturelle, espionnage industriel et compétition technologique accélérée. Le Reich tenta d'infiltrer systèmes éducatifs et médiatiques latino-américains, finança partis fascistes, distribua pamphlets antilibéraux et créa réseau d'émissaires culturels encouverts dans universités et organisations juvéniles. Washington répondit fondant l'Office pour la défense démocratique, agence spécialisée en traquer et contrecarrer subversion du Reich sur sol américain. La télévision devint champ de bataille symbolique, tandis que foyers allemands voyaient séries héroïques sur colons aryens en Ukraine, canaux américains émettaient reportages sur répression à Varsovie, destruction à Minsk et endoctrinement à Leipzig. Le cinéma joua un rôle central. À Hollywood surgirent studios spécialisés en films antitotalitaires, drames sur échappés de camps nazis, biopics de scientifiques persécutés et fictions sur sociétés futures dominées par régimes autoritaires. Ces productions furent traduites et distribuées gratuitement dans toute l'Amérique latine par le programme de contention culturelle. Les États-Unis financèrent programmes de bourse pour jeunes latino-américains, formant une génération loyale à valeurs démocratiques. Simultanément, impulsèrent le projet ALCE, Alliance continentale pour l'énergie, mégaplan pour rendre l'Amérique indépendante de ressources énergétiques du Vieux Monde, pétrole du Moyen-Orient contrôlé par l'Allemagne et gaz sibérien en main japonaise. L'ALCE construisit raffineries nucléaires en Uruguay, panneaux solaires en Sonora, turbines éoliennes en Patagonie et un réseau continental d'hydroélectriques connectés entre elles. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'Amérique ne dépendait pas énergétiquement de l'Europe ni l'Asie. Le développement nucléaire presque simultané empêcha confrontation directe. Le Reich prouva sa première bombe en 1947. Les États-Unis obtinrent le même en 1951 avec aide de scientifiques réfugiés. Les deux blocs comprenaient que conflit nucléaire signifierait fin de la civilisation. Cette compréhension mutuelle conduisit à la doctrine de contention hémisphérique, maintenir l'ennemi à distance par menace proportionnelle sans user force directe. Cette logique définit la politique internationale par décennies. Aucun bloc n'attaquait frontalement l'autre, mais tous deux s'armaient, espionnaient et sabotaient indirectement leurs aires d'influence. En 1965, une tentative de coup en Équateur, financée par partis affins au Reich, fut frustrée par intelligence brésilienne en collaboration avec agents américains. Le scandale, maintenu secret, confirma que la guerre froide n'était pas abstraction diplomatique, mais pouls constant qui affectait chaque coin continental. D'autres cas arrivèrent. En Bolivie, une cellule fasciste fut démantelée quand elle planifiait assassiner le président. Au Paraguay, s'interceptèrent plans d'une station de radio clandestine qui retransmettait propagande nazie depuis une ferme rurale. Chaque opération secrète alimentait une guerre non déclarée où les armes étaient les idées. L'Amérique vigilante ne fut pas héroïque ni romantique. Elle fut pragmatique, contradictoire, occasionnellement complice de régimes douteux qui servaient comme barrières antifascistes, mais elle représenta l'unique alternative à l'uniformité totalitaire qui couvrait le reste de la planète. Tandis que l'Europe disparaissait sous statue de marbre nazi et portraits omniprésents du Führer, en Amérique résonnait, avec difficulté, écho de pluralité, débat public et droit de dissenter. Les lignes étaient tracées. Le monde habitait deux hémisphères affrontés non seulement par frontières, mais par principes sur nature humaine et organisation sociale. L'un croyait en pureté raciale, obéissance absolue et pouvoir centralisé. L'autre défendait liberté individuelle, progrès collectif et droit de questionner autorité. Dans cette tension naissait une nouvelle ère, la guerre froide globale.
Les tambours sonnaient distants, mais leur écho s'intensifiait année après année. Rébellion digitale, la chute du Reich et la Troisième Guerre globale. Durant 5 décennies, le Troisième Reich et l'Empire japonais dominèrent l'Eurasie avec efficacité et brutalité sans équivalent. Ce qui semblait structure inébranlable commença à se lézarder depuis ses marges, non avec armée de tanks, mais avec quelque chose d'imprévu. Ondes invisibles d'informations digitales, paroles interdites qui traversèrent frontières, images qui allumèrent feu où tout avait été cendre. Ainsi commença la fin de l'ordre nazi. À la fin du XXe siècle, le Reich maintenait l'Europe sous contrôle par surveillance technologique et censure totalitaire qui semblaient impénétrables. Cependant, le développement d'Internet en Amérique et Asie, spécialement aux États-Unis, Canada et une Chine partiellement reconstruite, créa un phénomène inattendu, la capacité de transmettre informations de forme décentralisée et incontrôlable. Malgré les efforts du ministère d'information germain, qui avait développé le système fermé Volknetz, hackers occidentaux spécialisés en guerre cybernétique commencèrent à vulnérabiliser serveurs à Prague, Munich et Stockholm. Ils filtrèrent images inédites, documents classifiés et enregistrements d'exécution, camps actifs en 1995 et tortures dans laboratoire de Leipzig. Pour la première fois en demi-siècle, citoyens européens, spécialement jeunes nés sous le régime, accédèrent à preuves irréfutables du véritable visage du système. Vidéos clandestines circulèrent par réseau crypté. Enregistrements de travail esclave dans mines sibériennes, témoignages de femmes violées dans centres de Cracovie, photographies d'expériments avec enfants à Kaliningrad. L'impact fut dévastateur pour générations éduquées en propagande. La censure officielle tenta de contrecarrer avec campagnes défensives massives, mais le dommage était irréversible. Le mythe du Reich parfait avait été détruit par évidence digitale. Au début du XXIe siècle, les filtrations se traduisirent en actions subversives. La première révolte significative arriva à Budapest en mars 2003. Étudiants universitaires prirent bâtiments gouvernementaux criant « Liberté, non pureté raciale ». Les suivirent Prague, Bucarest et Varsovie. Les Balkans furent premiers à organiser rébellions armées coordonnées. À Sarajevo, insurgés serbes, croates et bosniaques attaquèrent une caserne SS et transmirent l'action en direct par réseau pirate, inspirant soulèvements régionaux. La France explosa en 2005 après filtration des archives de Montluçon, documents qui révélaient exécutions systématiques de dirigeants intellectuels français durant les 50-60. Paris se convertit en épicentre de protestations, émeutes et sabotages. Le gouvernement collaborationniste déclara état d'exception, mais centaines d'officiers militaires se refusèrent à tirer contre civils, fracturant la chaîne de commandement. Au Royaume-Uni, encore sous neutralité forcée mais soumis à pression du Reich, la révolte éclata à Manchester en février 2006. Groupes clandestins prirent station télévisive et émirent sans interruption images documentaires de crimes nazis. En une semaine, 20 villes britanniques s'unirent au soulèvement. Le Parlement décoratif fut dissous par force populaire et remplacé par conseil révolutionnaire. Le Reich répondit comme toujours, avec violence extrême. Se déclara la loi de purification totale en Europe centrale et orientale. Milices SS exécutèrent milliers de suspects de collaborer avec insurgés. Se fermèrent universités, militarisèrent hôpitaux, réactivèrent camps en désuétude, mais le contrôle totalitaire n'était plus absolu. La chaîne de commandement du Reich, conçue pour stabilité perpétuelle, n'était pas préparée pour guerre de guérilla digitale qui utilisait technologies incompréhensibles pour ses architectes. En territoires orientaux, troupes allemandes désertèrent massivement ou furent embusquées par civils armés. Dans les Balkans, gouvernements militaires se retirèrent complètement d'Albanie, Macédoine et Monténégro. En Ukraine et Biélorussie, cellules nationalistes reconstruites après décennies de clandestinité récupérèrent territoires entiers. L'Empire japonais affronta simultanément rébellions en Chine, Corée et Sibérie. Groupes nationalistes chinois, appuyés logistiquement avec capital américain et technologie brésilienne, initièrent sabotages qui culminèrent avec la prise de Shanghai en septembre 2007. Corée du Sud fut libérée par coalition d'exilés et étudiants insurgés. À Vladivostok, garnisons japonaises abandonnèrent position après mois sans approvisionnement.
Bien que la coalition des Amériques maintint officiellement non-intervention militaire directe, son implication logistique fut décisive. À travers réseaux d'intelligence partagés entre États-Unis, Brésil, Chine reconstruite et Russie ressurgissante, s'envoya aide matérielle massive, intelligence militaire, technologie de communication cryptée et entraînement tactique à mouvements rebelles. Satellites américains retransmettaient signaux de radio libre dans tout le spectre européen. Drones sans identification livraient approvisionnements médicaux, équipements de cryptographie et armes légères dans montagnes de Transylvanie, forêts de Bohême et côtes baltiques. La presse occidentale célébrait chaque victoire insurgée comme réédition du débarquement de Normandie. À Moscou, un nouveau gouvernement russe post-communiste, dirigé par coalition libérale nationaliste financée extérieurement, commença à avancer vers l'ouest. Armés avec désir de vengeance et promesse de libération, ces troupes traversèrent les Ourals en 2009, connectant avec insurgés biélorusses et ukrainiens. La Troisième Guerre globale avait commencé. Durant une décennie, l'Europe se transforma en champ de bataille entre insurgés locaux, forces du Reich en retraite, et armées alliées avançant depuis Est et Ouest. En 2010, la résistance française recaptura Lyon après bataille urbaine de 3 mois. En 2011, insurgés croates libérèrent Zagreb avec appui aérien non officiel américain. En 2013, troupes brésiliennes, polonaises et russes livrèrent la bataille décisive de Cracovie. À Berlin, la coupole du Reich tenta de résister avec dernières ressources, armes nucléaires tactiques contre propre ville en rébellion. Mais installations nucléaires avaient été sabotées par officiers allemands dissidents qui collaboraient secrètement avec la résistance. En août 2015, le bunker du Führer fut capturé par troupes combinées. Ne se trouvèrent pas restes du dernier dirigeant nazi, on assuma suicide officiel. Les troupes alliées se rencontrèrent à Francfort en août 2015, établissant gouvernement provisoire européen. Une nouvelle Europe émergeait, continent libre mais traumatisé par 80 ans de répression, extermination et peur institutionnalisée. Depuis 2015 jusqu'à 2022, l'Europe vécut sa transition la plus difficile. Non seulement reconstruire ville, mais restaurer société déprogrammée du nazisme et privée d'expériences démocratiques durant générations. La dénazification inclut interdiction de symboles du Reich, dissolution de partis collaborationnistes, ouverture d'archives du régime et commission de vérité par pays. S'établit le Parlement européen libre à Amsterdam. Tribunaux spéciaux processèrent crimes de guerre de la répression finale. À Berlin, sur ruines du ministère de propagande, s'inaugura le musée de la mémoire totalitaire, préservant évidences documentaires et éduquant sur danger de l'autoritarisme. Les premières élections libres se célébrèrent en 2018. Pour la première fois en presque un siècle, citoyens européens votèrent sans coaction. Les nouvelles générations adoptèrent la consigne symbole de la Renaissance. Jamais plus par personne, jamais plus en silence. L'histoire du Troisième Reich victorieux termina comme tous les empires qui se croient éternels, en ruines, archives ouvertes, témoignages libérés. Sa chute ne fut pas œuvre d'armées conventionnelles, mais du pouvoir imprévisible de l'esprit humain, amplifié par un outil que ses architectes ne purent jamais contrôler. La vérité digitale diffusée librement. La rébellion ne commença pas avec une balle, mais avec une image pixelisée. La guerre ne fut pas déclarée par un État, mais par un réseau de consciences qui se refusèrent au silence. La victoire démontra que même la domination la plus totale peut être renversée quand la mémoire se refuse à être réduite au silence. Le monde qui émergea ne fut pas parfait. Il portait cicatrices de générations éduquées en haine, société fracturée par répression, économie dévastée. Mais il avait récupéré quelque chose de perdu, la possibilité de la dissension, la capacité de questionner le pouvoir et l'espoir qu'aucun système n'est destiné à durer éternellement.